Bonjour à tous et bienvenue dans Que des clips pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour vous parler de l'actualité cinéma-série de la semaine, ou en tout cas de ce qui vient de tomber. Et malheureusement, d'habitude, c'est Kerr qui fait les vidéos avec moi. Mais cette fois-ci, c'est Serious Mother Kerr qui est présent avec nous. Je vous présente la nouvelle version, le 2.0, le 2025, la version 2000 de Kerr. Salut à toi, Kerr, motherfucker Kerr. K2000. K2000. Voilà, c'est juste Kerr avec des lunettes en fait. Ouais. Salut à tous. Salut mon pote, ça va ? Eh ben ça va bien mon pote. Alors, on y va pour cette actu ciné-série fort chargée. On va commencer, les amis, comme d'habitude, par le box-office. Avec un box-office américain marqué par la sortie de Predator Badlands, le nouveau Predator qui signe le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise, que ce soit aux US ou au niveau worldwide, avec 40 millions aux États-Unis pour son premier week-end, 80 millions à travers le monde. Meilleur démarrage également de la semaine en France, en tout cas sur ses premiers jours d'exploitation, il était en tête du classement. Donc c'est solide pour le nouveau Predator. On rappelle qu'il n'est pas R-rated celui-là, donc c'est le premier, hein, donc ça aide forcément à remplir les salles. Et il faut bien reconnaître qu'au niveau des critiques, alors qui sont plutôt correctes, hein, je vais vous dire ça tout de suite. Par exemple, je vais aller sur le site qui est considéré par tous comme la Bible des... Non, pas du tout, c'est Rotten Tomatoes. Et on a 95% d'avis positifs du public. Donc voilà. Alors que je vois que le nouveau film de Jennifer Lawrence n'est qu'à 43% d'avis positifs du public, avec Bob Pattinson également. Donc voilà, je découvre des choses en direct avec vous, c'est ce qui fait la beauté du sport. Comme on dit si bien, je continue avec je continue avec les critiques de Predator, mon cher Greg, parce qu'il y a quelque chose qui ressort des critiques de Predator, c'est qu'apparemment, le ton a changé. Alors moi, je ne l'ai pas encore vu, toi non plus, mon cher Greg. Moi, je vais le voir bientôt, toi, pas du tout, mon cher Greg. Et le truc, c'est que, en fait, ils évoquent l'arrivée d'humour dans la franchise Predator. Un humour à la Gardien de la Galaxie. J'ai fait les gros yeux, je sais pas si on voit avec les lunettes, mais c'est assez étonnant. Donc j'ai hâte de voir ça. Et je m'attends, il faut bien le reconnaître, au pire. En deuxième position, on a la rom-com Regretting You qui est toujours en pleine forme et qui a gagné définitivement son duel avec Chainsaw Man, The Movie. Black Phone est troisième, donc Chainsaw Man, j'ai dit, est cinquième, ça s'écroule. On a le biopic sur Bruce Springsteen qui descend également. Voilà, c'est très très calme, mon cher Greg, en ce moment. J'ai l'impression que le cinéma attend fébrilement l'arrivée de Zootopie 2 et d'Avatar pour un petit peu relancer le box-office, il faut bien le dire. Et alors après, mon cher Greg, tu vas dire, oui, dis donc, tu es rude avec Kaamelott, mais Kaamelott n'est même plus dans le top 20 du box-office, mon cher Greg. Worldwide, je suppose. Où tu es en train de parler juste du américain. top 20 chinois. Non, moi j'étais malhonnête jusqu'au bout et donc je disais juste américain pour ça. Le côté français c'est très calme aussi, mais Kaamelott continue son petit bout de chemin. Si vous voulez regarder la critique du film, vous pouvez aller sauter dessus, elle est disponible sur la chaîne. Et avant de parler d'un autre film qui est sorti, qui est vraiment le point pognon le plus intéressant de la semaine, j'ai une question, mon cher Greg. T'es allé voir un film là ces derniers jours après Kaamelott au ciné ou pas ? Non. Est-ce que t'as prévu là dans les 2-3 jours d'aller j'ai vu un film mais qui n'était pas au cinéma. Voilà, dont on va faire la critique sur la chaîne. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oui, Frankenstein. Ne ratez pas ça, mais c'était pas ça. En fait, ma question c'est... tout direct. J'ai essayé de faire monter un teasing. C'était un plan sur plusieurs années. On a le business plan vient de tomber. Je dis ça parce qu'en fait, je dois reconnaître que c'était très agréable de t'écouter faire la critique tout en mangeant du popcorn. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du popcorn ? Parce que tout ce que fait Greg est spectaculaire. Et donc en fait, c'était hyper sympa de manger ce popcorn de manière nonchalante comme ça. Est-ce que c'est le moment où tu nous dis ce popcorn acheté seulement 9,57€ sur mon appli commerce
Non, c'est pas ce que tu vas nous sortir. T'as changé depuis Non, que t'as pas des du lunettes, Kerr. En plus, Non, là, on voit le reflet de tes lunettes. On voit que t'es en train de checker tes actions sur la bourse et tout, alors que on est en train de parler de Cul d'un clic. T'as changé, Kerr. n'importe quoi. Alors, je vais vous parler maintenant du vrai sujet qui nous intéresse dans le point pognon, c'est la sortie du film Christie. Christie, c'est quoi? C'est le film qui est un biopic, en fait, d'une boxeuse qui s'appelle Christy Miller, si je dis pas de bêtises. Une boxeuse, donc, Christy Martin, pardon, qui est une boxeuse qui a été titrée dans les années 90, nous dit donc IMDb. Film réalisé par David Michaud, avec, dans le rôle principal, Sydney Sweeney, qui porte donc le film, qui était un film qui était censé lancer sa carrière. Non, puisque sa carrière est lancée, mais en tout cas, lancer sa carrière du côté des films où elle est reconnue comme une excellente actrice. Du côté d'Euphoria, voilà, elle s'est fait un nom, mais au cinéma, pour l'instant, on n'a pas eu pléthore de films où Sydney Sweeney crève l'écran, et elle avait misé sur ce biopic Christie pour pour redorer un peu son image, d'autant que l'actrice est en pleine polémique sur plusieurs sujets. On pourra, tu en reparleras, mon cher Greg, puisqu'elle a réagi sur une des polémiques. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, elle était apparue dans une soirée de récompense avec une robe quasiment transparente, et ça avait fait énormément réagir la presse américaine. Il y avait eu notamment des personnes qui l'avaient défendue sur l'affaire des jeans, qui avaient dit que là, elle avait fauté. Bon, bref, elle fait parler d'elle, Sydney Sweeney. Rappelons qu'elle avait vendu notamment l'eau de son bain, mon cher Greg. Voilà. S'il y a des débiles pour l'acheter, pourquoi s'en priverait-elle? En tout cas, toujours est-il qu'elle sort ce film, Christie, dans plus de 2000 cinémas ce week-end. Et bingo, jackpot comme on dit, top 10 donc pour le film de Sydney Sweeney, qui donc s'installe de manière assez brillante dans le top 10. Le top 10 de quoi, me direz-vous? Des pires démarrages de l'histoire du cinéma pour un film ayant plus de 2000 salles donc à sa sortie, puisqu'elle a récolté donc sur plus de 2000 salles 1,31 million de dollars. C'est le 9e pire démarrage de l'histoire du cinéma américain, depuis que donc il compte les petits billets verts. Quand on va en salle, donc c'est pour vous dire vraiment, c'est un gros délire. Et elle a, mine de rien, une drôle d'année, Sydney Sweeney, cinématographiquement parlant. On pourrait dire que c'est pas la fête, puisque Christie, et donc un des films qu'elle a sorti cette année, n'est pas le pire démarrage qu'elle a fait cette année. C'est le pire démarrage parce qu'elle a 2000 copies, mais elle a sorti 2 autres films qui ont moins de copies, donc moins de 2000, qui ont rapporté encore moins de thunes que Christie. Elle a sorti Eden, qui a pourtant un excellent casting, notamment Jude Law dedans. Il y a aussi Vanessa Kirby, qu'on a vu dans Les 4 Fantastiques. Eden, mon cher Greg, week-end de lancement, c'est vraiment casting tapageur, boum, 1 million de dollars. Alors là, royal. Il y a Anna de Armas aussi, moi j'ai oublié. Anna de Armas dans le film. Donc gros casting. Daniel Brühl, gros flop. Et elle a sorti aussi Americana. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a fait une faute de frappe en écrivant le titre. Toujours est-il que la faute de frappe n'a pas plu au public, puisque le film a rapporté 500 000 dollars. Donc, pour son premier week-end. Donc, sur 3 films, Sydney Sweeney, c'est un peu moins de 3 millions de dollars. Bon, à titre de comparaison, c'est pour le lancement, à titre de comparaison, un très gros Marvel s'approche des 200 millions. Donc, voilà. Dur, hein. Dur pour Sydney Sweeney. Et alors, elle a parlé, mon cher Greg, puisque tu allais me poser la question, de Christie. Elle a réagi à ça. Et elle a dit cette phrase, alors j'ai trouvé ça très juste, mais en même temps hyper, au niveau du timing, pas foufou, on va dire. Elle a dit, nous ne créons pas toujours de l'art pour les chiffres. Nous le créons pour l'impact. Mais le problème, c'est que l'impact de Christie est assez limité, puisque personne n'a vu le film en salle. À toi, mon cher Greg.
Sidney Sweeney qui d'ailleurs a répondu un peu sur la polémique, sur la fameuse polémique des jeans gènes qui avait eu lieu il y a quelques temps. Et en fait, elle a dit que tout simplement, elle n'avait pas répondu parce qu'elle était en train de tourner sur Euphoria, qu'elle faisait 16 heures de tournage par jour, qu'elle avait un usage très limité de son téléphone parce qu'ils étaient focus sur les scènes et qu'elle a juste halluciné quand quelqu'un lui a dit que y avait Trump, J.D. Vance qui commençait à parler de sa campagne publicitaire et voilà. Et après elle a dit de toutes les manières, si ça, tant que c'est que quelques personnes que ça énerve et qui vont pas voir mes films, c'est pas grave. Voilà. Bon. Est-ce que vraiment les gens ne sont pas allés voir son film en salle à cause de ça? Je ne pense pas. Je pense que juste que la proposition était peut-être un petit peu trop faible. Mais il faut reconnaître. Mais moi je trouve ça Christie, cool. C'est la meilleure réponse du monde. Il y a une promo cata, Greg. Hein? La promo sur Christie est catastrophique. C'est-à-dire que le film était quand même attendu. C'est vraiment un délire. T'es sûr? C'est-à-dire que ah oui non. Connais-tu une personne qui a dit j'y vais direct? Non. Non, bah ouais, moi je te raconte le truc. Christie a été annoncé il y a plusieurs mois. Ils ont teasé une première photo où on voit que Sidney Sweeney a beaucoup changé physiquement. Elle a pris beaucoup de muscles. Il y a eu beaucoup de com sur le fait que justement elle changeait, elle se donnait à fond pour le rôle. Enfin, il y avait des articles qui en parlaient. Et puis après, le film débarque. Il y a quasiment pas eu de communication. Moi j'ai vu une affiche, j'ai même pas vu de trailer. Enfin, vraiment, ça a été catastrophique en termes de com. Là. J'ai l'impression qu'ils ont flingué le film. Alors que, globalement, la presse est un peu partagée sur le film. Tu vois, 67%, mais 98% pour le public. Alors, tu vas me dire, ils sont 4 à avoir voté. Ok, mais quand même. Donc, je ne sais même pas si le film est vraiment mauvais. C'est juste que personne va le voir. Et alors, je ne tacle pas Sidney Sweeney. La polémique sur le jean, moi, elle n'a pas réagi. Puis tu vois, tu dis, elle avait pas vu. Moi, j'ai envie de te dire bullshit. Il y a son agent ou manager, je sais plus qui, avait dit que quelques jours après le début de la polémique, qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle réponde. Elle ne répondrait jamais. Donc, elle était bien au courant du truc. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Mais Sidney Sweeney, si tu regardes juste en tant qu'actrice, par exemple, dans Euphoria, elle est excellente. Donc elle a quand même du talent. Elle a pas du tout volé sa place, quoi. À toi, mon cher. Mais est-ce que c'est pas trop tôt dans sa carrière, tout ce boxon là? Ça reste une petite actrice d'une petite série qui a eu un peu de hype, c'est tout. Il lui manque un gros film. Bah oui, je pense. Alors, il lui manque un gros film, mais le truc, c'est que si elle part maintenant sur une franchise, tu vois, si elle avait commencé tout de suite par une franchise, elle se serait enfermée dessus. Alors que là, elle a créé, tu vois, sa boîte de prod. Elle fait plein de films. Alors, tous bide, mais elle a eu quand même quelques films qui ont marché. Là, le film avec Glenn Powell, dont j'ai oublié le nom, là, la rom-com qui a beaucoup fait parler. Bah, tu vois, il y a eu le film où elle est interrogée par le FBI. Pareil, j'ai oublié le titre, décidément. Mais dans ce film-là, elle est très très bien. Elle joue très bien. C'est vraiment. Alors, j'étais un peu dur au ciné. Elle a eu ce film-là quand même. Je sais plus c'est quoi le nom de ce film. Je vais vous le retrouver, il était vraiment très bien. Mais tu sais, aux États-Unis, il y a cette manière de parler d'un acteur qui est presque connu. C'est a clap finger name. C'est un nom où tu t'en souviens. Mais c'est ce gars qui était dans ce film. Là, son nom. Là, tu vois le film. Là, tu te souviens là de ce nom, de ce film. C'est exactement ce que tu nous as fait sur cette actrice. Non mais. Elle a tourné dans un film. C'était Tout sauf toi, avec la comédie. Mais on voit sur tes lunettes que tu le regardes en ligne. Alors, passons à des plus grosses. Attends, je veux juste corriger un truc. Americana, visiblement, c'est pas sorti cette année, ça serait sorti en 2023. Et le film dont je vous parlais, où elle est interrogée par le FBI, j'ai dit qu'il était très bien, je suis peut-être emballé. On va dire qu'on passe un bon moment devant ce film et elle joue bien. Ça s'appelle Reality. Voilà. Voici le dossier Sidney Sweeney qui avait préparé t'en as beaucoup trop parlé, cette vidéo. T'as beaucoup trop parlé de Sidney Sweeney, passe à autre chose. Ah, il est gaulerie. Du coup, Stranger Things. Eh bien, Stranger Things va avoir un spin-off. Alors ça, c'est une news à laquelle je ne m'attendais pas, mais effectivement, un petit spin-off. Alors, Netflix a bien préparé les choses. Ce sera un spin-off
en animé, puisque effectivement, on va reprendre le même look des personnages, le même look de la série d'une manière générale, et je trouve qu'ils ont choisi le meilleur moment. Ils vont en fait se caler entre la saison 2 et la saison 3 pour créer de nouvelles histoires. Et donc je trouve que c'est extrêmement malin. C'est un moment où en fait on a vraiment tout le monde qui est plus jeune. C'est le moment, je trouve que c'est presque le pic de la série. Donc c'est d'un point de vue commercial, c'est extrêmement malin. Et puis faut pas l'oublier, Stranger Things c'est le raz-de-marée qui a aidé tout seul à faire grossir Netflix. Donc Netflix est aussi un peu en chien de pas laisser cette licence mourir sur sa prochaine dernière saison qui démarre dans pas longtemps du tout. Moi, je sais pas toi, mais je suis hyper hypé. J'ai vraiment hâte de retrouver la série. J'enchaîne avec... Il y a un article sur Hollywood Reporter qui m'a fait sourire. Ça s'appelle Warner Bros. Est à vendre, mais qui sait qui va l'acheter? Et là-dessus, ils ont fait des paris. Donc c'est du 2 pour 1, du 10 pour 1, etc. Ils ont fait des paris pour savoir qui allait le plus vraisemblablement acheter Warner, puisque ça y est, ils ont, dans la dernière vidéo news, j'avais décrit qu'ils ils avaient dit qu'ils étaient ouverts au rachat, et qu'en gros, les seules conditions, c'est le plus cher possible. Donc, ils placent en tête de pont à 2 contre 1 Paramount, puisque Paramount a déjà fait une proposition, c'est juste qu'elle n'était pas assez élevée. Ensuite, ils mettent Comcast à 5 pour 1. Derrière, ils mettent Netflix à 10 contre 1. Netflix qui a déjà dit qu'ils n'étaient pas intéressés, mais où il y a beaucoup d'insiders qui disent que ça y réfléchit fort. Donc est-ce que les insiders ou est-ce que les messages publics ont raison? Nous verrons. Une boîte privée, il y a plusieurs noms qui sont un peu en liste là, c'est du 12 contre 1. Il y a Sony à 15 contre 1. Alors Sony, je l'aurais jamais vu, mais c'est vrai que Sony commence à faire des petits mouvements, notamment dans le jeu vidéo, où on sent qu'ils sont intéressés pour acheter, faire de l'acquisition externe. Il y a Gérard Lopez aussi. Alors ça, c'est une blague vraiment que les fans de foot peuvent comprendre, et les fans de foot, du coup, sont morts de rire. Voilà. Donc on peut passer à la suite. C'est le mec qui a coulé Lille et après Bordeaux. Voilà. Ok. Très bien. J'ai vraiment pas la ref. Alors là, pas du tout. Apple, 25 contre 1. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve toujours Apple, tout simplement parce qu'ils ont énormément de trésorerie et ils ont de quoi acheter quasiment cash Warner. Donc ça, ce serait pas mal. Et la dernière possibilité qu'ils évoquent, qui est en 8 contre 1, c'est le fait que ce soit plusieurs des acteurs qu'on vient de citer. Par exemple, un Apple et un Comcast qui achètent en même temps font un petit moite-moite. Tu vois, genre, est-ce que tu prends un dessert? Non, j'ai pas trop faim. Allez, on se fait un petit moelleux au chocolat à 2. Ah, avec grand plaisir. C'est un petit peu cette optique. Et donc, c'est concrètement la troisième optique la plus favorisée par les analystes du coup de Hollywood Reporter. Alors, je sais pas quel est ton point de vue d'analyste financier, mon cher Kerr. Moi, j'avoue que si j'espère un truc, c'est que c'est pas Paramount. Là, si ça peut ne pas être Paramount, je serais très content. Pitié. Parce que là, ils sont en train de faire plein de trucs un peu politiquement compliqués. Donc, si ça peut ne pas être Paramount, ce serait magnifique. J'enchaîne avec une autre news. Je n'étais pas au courant que The Expanse allait sortir un nouveau jeu. Alors déjà, je dis un nouveau jeu parce que quand j'ai vu la news sur The Expanse, j'ai découvert que The Expanse avait déjà un jeu. Oui, il y a un Telltale. Exactement. Donc il y a un Telltale de 2023, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Il y a un nouveau jeu qui va sortir, qui s'appelle The Expanse Osiris Reborn, et dont les ambitions, c'est de faire un jeu de la taille d'un Mass Effect. Alors Mass Effect, pour moi, c'est une des 3-4 plus grosses licences de science-fiction du monde, en fait. Donc c'est ambitieux. Mais c'est vrai que The Expanse, ça peut être cool. S'il y a un bon scénario, un jeu vidéo sur The Expanse, j'avoue que j'irais bien. Bon, la série, tu l'as fini la série ou pas? Moi, j'ai vraiment adoré cette série, mais la dernière saison est très en dessous, je trouve. Eh ben, j'ai arrêté pendant la dernière saison, mais c'est pas parce que j'ai trouvé genre la dernière saison très en dessous, c'est le cas, mais moi, c'est séries. J'ai cette maladie, j'ai eu plusieurs diagnostics. C'est en gros, quand j'aime beaucoup trop de jamais finir les séries. Une série,
j'ai pas envie de la finir parce que je me dis non mais je regarderai plus tard. Je veux pas dire au revoir à cette série. J'ai pas fini Breaking Bad. J'ai pas fini The Expanse. T'as pas fini The Walking Dead, et c'est pour ça d'ailleurs. The Walking Dead, tout à fait. Tout à fait, on n'a pas fini. On n'a pas fini. T'avais tellement pas envie de la finir que t'as laissé 5 ou 6 saisons, histoire d'être sûr de pas la finir. Ouais. Les spin-offs aussi de Walking Dead, du coup. Exactement. C'est à toi, mon cher Kerr. Et puisque tu parlais de The Expanse, c'est l'occasion de rappeler à quel point certains membres du casting étaient très très bons. Et comme on les voit plus et on n'entend pas parler, j'ai envie de les citer. Dans le rôle d'Amos, Wes Chatham, j'aimerais bien le revoir. J'ai revu un film avec Karagi qui jouait Drummer, mon cher Greg. J'adore Karagi, c'est vraiment une super actrice. Et j'avais apprécié aussi, comment s'appelle-t-elle, Frankie Adams qui jouait Bobby. Donc The Expanse, vraiment super série. Si vous n'avez jamais vu cette série, sautez dessus, elle est sur Prime. Donc, et en plus, ça vous permettra de voir un truc sympa sur Prime, ce qui n'est finalement pas si simple à trouver aujourd'hui. Alors, moi je vais enchaîner avec une autre série, mon cher Greg, mais on va aller du côté de Apple avec l'événement série de la semaine. Et j'ai envie de te dire, mon cher Greg, on n'est pas loin là de l'événement série de ces derniers mois, puisque c'est la sortie de la nouvelle production de Vince Gilligan, le papa de Breaking Bad et Better Call Saul, qui s'appelle Pluribus, et dont les 2 premiers épisodes sont sortis, mon cher Greg, ce week-end. Et ben, figure-toi que Pluribus, tranquillou bilou, 69 critiques sur Rotten Tomatoes, 69 personnes qui disent c'est excellent. Et boum, 100% d'avis positifs côté presse, 84% côté public. Et si on va un peu, par exemple, sur IMDb, pour pas parler que de Rotten, on a littéralement la série la plus tendance du moment sur le site, ce qui ne doit pas faire plaisir à IMDb puisque c'est Amazon. Et les notes, donc sur le pilote, 9,2 sur 10. Les critiques sont vraiment excellentes sur Pluribus. Là, on dit vraiment que... Alors moi, j'ai hyper hâte de le voir. Vraiment, ça a l'air très très cool. J'ai tellement hâte de voir ce truc-là. Je viens de le dire, mais... Et donc, Vince Gilligan en a parlé, bien évidemment. Il est en pleine promo de son bébé. Et il a dit qu'il espérait pouvoir faire 4 saisons de Pluribus, avec, bien sûr, l'actrice Rhea Seehorn. Ça dépendra d'elle, a dit Vince Gilligan, mais que c'était pas impossible pour lui d'aller jusqu'à 4 saisons. Et la saison 2 est déjà en chantier. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puisque je parle de séries et aussi de personnes qu'on aime bien, alors Vince Gilligan, Rhea Seehorn, ok, très bien. Partons du côté de Ted Lasso avec Brett Goldstein, donc l'acteur de Ted Lasso qui jouait Roy Kent, génial Roy Kent qu'on a vu aussi dans Shrinking. Et ben Brett Goldstein vient de signer dans une nouvelle série. Alors ça sera diffusé, c'est une mini-série diffusée sur Prime Video qui s'appellera Escorted, donc en lien avec... je vais vous lire l'histoire, vous allez la comprendre. Donc en gros, il va jouer un père divorcé qui vit à Manhattan et qui devient par accident escort boy. Donc je ne sais pas comment on peut devenir par accident escort boy, la série nous l'expliquera. Donc voilà. Ça a failli m'arriver dans les années 2000. De quoi ? Ça a failli m'arriver dans les années 2000, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Et alors Brett Goldstein sera donc scénariste, producteur exécutif et co-showrunner de la série. Eh bien mon cher Car, news suivante, HBO Max a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient monter les prix sur le marché américain. Alors ils sont passés à quoi ? Ils sont pris au niveau de la pub a augmenté et passe maintenant à $11, 10,99. L'abonnement standard a pris $1,50 et passe à 18,49. Et le Mega Premium, il a pris $2 et ça le met à $22,99. Ce qui fait que HBO Max est maintenant plus cher que Netflix à peu près, enfin pas à peu près, à tous les tiers, de 1 à 2 euros sur tous les tiers. C'est motivé parce que Warner va pas trop bien financièrement et qu'ils ont besoin de sous.
Donc ça va pas plus loin que ça. Mais comme à chaque montée de prix, franchement, je me pose, et je sais que tu te poses pas cette question toi, mais moi je me pose la question de jusqu'où ira-t-on, jusqu'où ces prix vont vraiment créer un décrochage du public suffisamment important. Parce que ce qu'on voit, c'est que quand il y a eu pas moi je me pose la même question en fait. Mais parce que tout le monde je vois dans tes lunettes que tu regardes le compte de la bourse et que tu vois que tu as investi que sur des trucs à succès. Du coup, pour toi, tout ça, c'est des petites sommes maintenant. Et du coup, le truc, c'est que quand il y a eu un désabonnement massif aux États-Unis suite à l'annonce de la hausse des prix, suite à l'annonce du départ de Jimmy Kimmel des antennes, Disney+ a flippé et il y a eu un retour en arrière. Jimmy Kimmel a été remis à l'antenne. Bon, le prix est resté, faut pas déconner. Mais le truc, c'est que globalement, tout le monde a dit Disney, c'est chaud, faut pas qu'il y ait 2 ou 3 vagues comme ça, sinon ça va les mettre à terre sur le service Disney+. Je me demande vraiment à quel moment va y avoir un ras-le-bol, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, il y a une segmentation du marché qui est plus importante qu'avant, avec... vous pouvez aller chez Netflix, vous aurez du contenu pour toute votre vie. Vous pouvez aller sur HBO Max, vous aurez du contenu pour toute votre vie. Si vous êtes sur Apple, bon, ok, là vous avez besoin d'un peu plus de trucs, mais il y a comme ça des gros acteurs qui sont en train de se positionner. Je trouve qu'ils ont tous du catalogue vraiment à revendre pour largement que leur abonnement devienne le seul abonnement qu'on a envie de prendre pour quelques mois au moins. Et à côté de ça, je les vois tous larguer l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que tous les films qui ont plus de 10 ans, 15 ans, ça les intéresse plus. Si vous voulez voir un vieux film qui a 10-15 ans, et quelqu'un qui a 10-15 ans n'est pas quelqu'un de vieux, mais concrètement, ils vous disent allez l'acheter en Blu-ray ou DVD, ça ne m'intéresse pas. Donc moi je trouve ça très étrange comme politique, mais bon, écoutez, moi une des raisons pour lesquelles je m'étais abonné il y a longtemps à ces plateformes, c'était aussi pour me regarder des vieux films, mais c'est pas du tout le focus en ce moment, donc voilà. Et d'ailleurs j'ai racheté des Blu-ray, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. J'enchaîne, mon cher Kerr. Apple, je fais une petite loupe. Apple a été interrogé s'ils allaient intégrer un tiers avec de la pub, et Apple a dit que pour l'instant non, qu'il ne disait jamais non à tout l'avenir du futur et tout, mais que pour l'instant c'était non. J'enchaîne avec une news follow-up. Je voulais faire une suite à une news que j'ai fait la semaine dernière, qui était sur l'arrivée le 4 novembre de Harry Potter, le Full Cast Edition. Donc pour ceux qui sont anglophones ou qui aiment bien écouter des audiobooks en anglais, eh bien sachez que c'est donc la version un peu ultime avec chaque personnage et joué par un acteur différent. Il y a un gros casting d'acteurs qui est sur le truc. Et du coup, j'ai pu l'écouter ce week-end. Et c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais c'est franchement pas bon. Est-ce que, Kerr, pour m'aider, tu pourrais... Parce que je m'attendais pas du tout. Pour que les gens... parce que moi, je l'attendais depuis des mois. Enfin, franchement, je crois que j'ai fait une news il y a un an. Tu m'en as beaucoup parlé. Mais, enfin bref. Et du coup, je voudrais... Tu m'as dit... Ok. Tu m'as dit, par exemple, une semaine avant, tu m'as dit Kerr, tu m'as appelé, tu m'as dit Kerr, encore 7 dodos avant la sortie de l'audiobook. Ouais. Non, c'est vrai. C'est fou. Et alors la chute où tu m'as fait pareil avec Kaamelott. Donc les deux chutes Kaamelott, c'est différent. Vraiment, ça me fait mal. Je t'ai dit, il faut laisser sa chance à Kaamelott. Tu l'enterres direct parce que tu n'avais pas aimé l'un. Moi, j'ai dit, il faut aller le voir. Je laisse sa chance aux deux. Et donc, mais là, en l'occurrence, est-ce que tu peux juste, pour illustrer aux gens, pour leur faire l'économie de l'achat de cet audiobook, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, 2 choses. Est-ce que tu pourrais essayer de compter comme ça, de ton imaginaire, une scène de Harry Potter en live et en même temps, ne pas te laisser disperser ou perturber par ce que je peux faire, du coup, en même temps. Et comme ça, ça permettra aux gens d'avoir une idée de à quoi ressemble l'audiobook. Vas-y. Est-ce que tu peux compter une scène, ce que tu veux? Ah, tu veux quand tu compter? Moi, j'allais compter et je me dire, bon, ça, c'est une scène. Moi, j'en rajoute une deuxième, du coup, ça fait 2 scènes. C'est effectivement, ça se prononce pareil, mais c'est pas du tout le même sens. Ok, très bien. Non, là, tu veux que j'improvise une scène d'Harry Potter, là, quelle comme scène. ça? Prends n'importe quelle scène.
Ok, très bien. Tu peux me Alors, le prêter? scène que j'ai choisie comme ça, c'est le début. Donc après que notre ami Harry, avec le choix-peau magique, lui dise Gryffondor, il s'en va donc en suivant le préfet et il monte dans ses escaliers. Il c'est très découvre bon toutes pendant ces peintures vivantes, etc. C'est ça, c'est bon? Vas-y, continue. Parce que Je en fait, continue. Donc vas-y, là, ils vas-y, arrivent continue. devant le portrait de la grosse dame. C'est comme ça qu'il l'appelle. Hein. C'est pas moi qui la qualifie ainsi. On et donc, est tous ils des enfants, rentrent on marche donc derrière dans eux. les appartements de Gryffondor. Ils découvrent ça. Et c'est je très, très débouchonne des perturbant là, ce stylos. que tu me demandes de faire. Je marche. Tu Attends, fais- je suis en train de me... Et donc là, Harry va donc se coucher et il dort donc, Non, ça fait pas de dans bruit, la ça. même truc que Neville Londubat, Ron Weasley et j'ai oublié le dernier. Comment il s'appelle le Harry, dernier là boss, Victor Londubat. Ah, je ne sais plus. Vous le savez, vous pourrez le Mais mettre oui, dans mais les tu vas faire commentaires. tes Qui est devoirs. Ah, mais le c'est sûr, dernier hein. pote avec qui Harry Attention, dort il y a dans, le feu. son dortoir dans sa piole à Gryffondor. Tu veux que je continue ou pas? Alors, vous aurez compris que je trouve que Oui. ils ont fait des bruitages qui sont mais sur un max dimensionné. Tu entends les bruits. Donc, tu dis, il y a Harry qui fait une phrase à Ron et ils sont dans le couloir. Pour que le spectateur comprenne qu'ils sont en train de marcher, ils font des bruits de faille. Poum, 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 poum. Et il y a des moments, il y a des bruitages qui couvrent la voix du texte. Tu as pas Non, mais- compris, Greg. Le boum boum boum, c'est le troll qui sort des toilettes et qui attaque. Si c'était ça, Kerr, ça me ferait vraiment kiffer. Et le truc, c'est que, mais il y a des moments où ils sont même allés pousser le truc. Donc au début, tu sais, t'as le monsieur Dudley qui travaille qui est dans son travail, etc. Et qui va dans la rue et qui voit des gens qui sont des magiciens, qui sont très contents que tu sais qui est disparu. Et donc, c'est quoi leur idée? Pendant que t'as la Voldemort. narratrice qui parle et tout, et donc tu entends mais plein de gens qui font tu sais qui, mais il est mort. C'est complètement absurde. Et où tu sais par exemple il y a un truc qui dit, donc t'as la narratrice qui dit oh monsieur Dudley était chafouin aujourd'hui, et t'entends, tu sais, comme ces vieilles séries où t'entends quelqu'un mais c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. T'es en train d'écouter un audiobook et t'as l'impression que t'as un étudiant, tu sais, de collège à qui ils ont dit non mais vas-y, fais ce que tu veux avec des sons. Là t'es dans un studio, c'est gratos, fais tous les sons que tu veux. Et il est comme ça. Attends, ça, non mais ça fait le feu, ça. Vas-y, on met du feu derrière eux. Ah mais ça fait aussi. Ça fait la pluie. Et c'est complètement absurde. Et du coup, t'es là, c'est pas un audiobook que tu peux pas faire des trucs en même temps à côté. Parce que si tu fais des trucs à côté, t'es juste perturbé tu t'es dit, mais en fait, il pleuvait. Tu sais, enfin, c'est extrêmement perturbant comme audiobook. C'est très sympa qu'il y ait des personnages, etc., etc. Mais alors, accessoirement, la version anglaise des audiobooks historiques était faite par quelqu'un qui a une voix incroyable, qui a un conteur incroyable, et alors là, tu te dis, ils l'ont repris. Il est toujours vivant, le mec. Il est dans son prime, etc., etc. C'est Albert Einstein, il est mort. Mais Mais c'était un conteur incroyable, hein. Avec les chiffres, il comptait comme personne. Hein. Il s'appelle Fry. Attends, j'ai oublié son nom. C'est Stephen Fry. Ouais, Stephen Fry. Et qui a une voix de maboule et qui le compte hyper bien et tout. Et là, ils ont pris une nouvelle Mais en conteuse français, qui est c'est nulle. exceptionnel. Mais en français, c'est mieux en anglais qu'en français. Et alors, le français, je dis que les premiers livres de Bernard Giraudot qu'il a fait avant de décéder, franchement, étaient très stylés. Mais vraiment, vraiment très très bon. Et la version de Fry est encore meilleure. Donc c'est vraiment très très haut. Mais Et là, ils ont pris le une monsieur petite- qui a repris après Bernard Giraudot le fait très très bien aussi. Hein. Ouais, Franchement. mais Giraudot Moi, est je salue tellement les deux. ouf. Et donc Fry qu'on voit à l'image de l'autre côté, franchement c'est super perturbant, et c'est vraiment, ça fait très amateur, c'est super. On a l'impression de voir le festival, tu vois, de la kermesse organisée par un groupe de personnes qui font du théâtre. Ouais, franchement, je sais pas je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. C'est vraiment trop chelou. Et en fait, ça m'a fait penser aux pièces de théâtre
aux live action pièces de théâtre qu'il y avait dans les années 60, où il y avait effectivement genre non, hey, il y a Tintin. Moi, j'étais pas né. Pardon ? Moi, j'étais pas né. Ouais, moi non plus, mais en fait, ça n'empêche pas de découvrir la culture d'avant nous quand même. Quoi ? Non ? Eh ben, Ouais. fais découvrir. Alors, sur YouTube, pour les parents, faites découvrir les pièces de théâtre audio de Tintin à vos enfants. C'est super stylé. Super stylé. Bref, tout ça pour en venir où franchement, ne l'achetez pas. C'est vraiment pas ouf. Je te laisse la suite, mon chacun, à moins que tu veuilles que j'enchaîne. Non, je vais en faire une. Je vais vous parler de The Pit. Bah oui, pourquoi pas ? Ça fait longtemps, non ? The Pit, figurez-vous, série que l'on adore. D'ailleurs, il y a une critique sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder. Série qui a gagné donc les différents Emmy les plus importants cette année, notamment meilleure série dramatique. Et du coup, The Pit va passer, mon cher Greg, sur le cap, parce que c'est une série HBO Max, et elle arrive donc le mois prochain, en décembre, donc sur TNT, donc chaîne câblée américaine. Et alors, normalement, il y a on va dire une censure, une purge pour que la série soit adaptée aux exigences du câble et des chaînes hertziennes américaines. Les deux. Et en fait, là, surprise, mon cher Greg, il n'y aura pas de version édulcorée de The Pit sur TNT. Ils ont annoncé du côté de la chaîne qu'il y aurait bien toutes les images, alors je cite, toutes les images médicales explicites de la série, y compris les scènes de nudité, donc c'est de la nudité dans le cadre médical, seront restituées intactes et seront donc diffusées dès la première diffusion de la série The Pit sur TNT. Ça commence le 1er décembre. Donc c'est assez étonnant. Et du côté des boss de TNT, on a communiqué sur le fait qu'on voulait représenter fidèlement la réalité d'un service d'urgence. Voilà, et il parle notamment de l'accouchement dans l'épisode 11. Donc voilà, ils ne vont pas purger The Pit, ils vont la laisser telle qu'elle. Et ça, je trouve que c'est chouette. Voilà pour The Pit, et puis c'était l'occasion de reparler de The Pit. Vous savez que c'est pas un truc que je fais souvent de reparler régulièrement des mêmes choses, mais voilà, The Pit, j'aime bien. Autre news pour vous dire que Danny Boyle avait confirmé que Cillian Murphy allait être dans le second et troisième film 28 ans plus tard, qui, figurez-vous, et ça c'est une surprise, c'est une news qui m'a été mise dans les commentaires d'ailleurs cette semaine, je vous remercie. 28 ans plus tard va être une trilogie. Voilà, assez étonné par cette news. Voilà mon cher Greg, et puis tiens, je vais t'en faire une petite dernière. Ah oui, tiens, il y a un truc dont je voulais parler. Ah, j'avais hâte de te parler de ça, mon cher Greg, parce que je sais que tu es fan de Kim Kardashian. Et sache, mon cher Greg, que ton idole vient donc de débuter une nouvelle série. Alors, il faut que je la retrouve. Attends, elle est où ? Elle s'est cachée. Ça y est, mon cher Greg, j'ai retrouvé la fameuse série en question. Elle s'appelle All's Fair. Elle est disponible sur Disney+. Alors, dans les petites news qu'on peut dire là-dessus, c'est une série Hulu et ils ont annoncé qu'elle avait fait 3 millions de vues sur 3 jours. C'est un des meilleurs démarrages de l'histoire du Hulu. C'est le meilleur démarrage de série depuis 3 ans pour la plateforme qui, on le rappelle, va donc être gobée dans Disney+. C'est pour ça qu'elle est sur Disney+, en France. All's Fairs, avec un gros casting dans cette série. Alors, je vous l'ai déjà dit, et je vais la reciter en premier, sinon je vais me faire gronder, mais Kim Kardashian quand même, je savais même pas qu'elle était actrice. Et derrière, on a Naomi Watts quand même. Voilà, donc ça, c'est du lourd. On a également Teyana Taylor qu'on a vu dans Une bataille après l'autre récemment. Sarah Paulson, bien évidemment, qu'on n'a plus besoin de présenter. Glenn Close. On retrouve également Ed O'Neill de Marier 2 enfants et de Modern Family. Enfin voilà, il y a un gros casting dans cette série. Mais alors, vous allez dire, pourquoi est-ce que tu nous parles de cette série All's Fair, mon cher Kerr, alors que tu ne l'as pas regardé et que tu sais même pas de quoi ça parle? C'est vrai, je l'ai pas regardé et je ne sais pas de quoi ça parle. Comment le savez-vous? C'est très intrusif, votre manière de faire. Mais enfin bref, j'en parle pourquoi? Parce qu'elle a marqué l'histoire, les amis. Cette semaine, oui, elle a marqué l'histoire. Petit retour en arrière, on retourne cet été et on a la sortie d'un film avec Ice Cube qui est une relecture de La Guerre des Mondes, donc d'H.G. Wells, qui sort et qui alors
se fait atomiser par la critique. Mais vraiment atomiser. Donc le truc est improbable. En plus, Ice Cube derrière, c'est expliqué. Il a dit qu'en fait, ils avaient tourné le film pendant le Covid. Enfin, c'était un chaos total. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ok, très bien. Mais je juge pas le film, je m'en fiche. Le truc, c'est qu'en fait, la critique l'a tellement atomisé que ce film est devenu l'œuvre la moins bien notée par la presse sur Rotten Tomatoes depuis l'ouverture du site. Et là, donc il était à 5%, je crois, d'avis, ou 4%, mais c'est vraiment ridicule. Hein. Et là, All's Fair, mon cher Greg, première critique, tout à 0. Et ça n'était jamais arrivé. Donc bravo à la série, qui derrière a quand même est un peu remonté, hein, parce qu'elle pouvait pas rester à 0. Il y a le réveil, tu vois, un réveil de titan. Et donc là, maintenant, après 24 critiques, elle est à 4% d'avis positifs. Donc c'est pas terrible. Et du côté du public, on est là nettement mieux, mais sur Rotten, quand on est à 60-70%, c'est moyen hein, quand même, il faut le reconnaître. Elle est à 67. Donc voilà. Dur, hein. Et alors, j'ai beaucoup trop parlé de ce site pour aujourd'hui, donc j'en parlerai plus pour aujourd'hui. Donc j'espère pour toi que tu n'as pas de questions à me poser dessus, parce que je ne le ferai pas. À toi. Eh bien, j'enchaîne avec du coup des petites infos. Lego Marvel Avengers, eh bien, Strange Tales, une bande-annonce, eh bien, va sortir et vient de sortir d'ailleurs, excuse-moi. Et ça sort le 14 novembre sur Disney+. Ça a l'air assez chelou. La grande méchante est une grande méchante égyptienne qui maîtrise tous les chats. Et du coup, c'est un combat entre des chats qui veulent faire des vues sur Internet et les Avengers. L'intro est un peu étrange. Il y a des trucs sympas. Je suis pas trop dans le Legoverse. Les jeux Star Wars Lego ou les trucs comme ça, ça a jamais attiré plus mon regard que ça. Mais pour ceux qui aiment bien, eh bien écoutez, il y a le film qui sort, enfin le téléfilm, puisque c'est le bon terme, qui sort bientôt. Puisqu'on parle de Marvel 1943, la Rise of Hydra, donc Hydra qui grandit. Je sais pas comment on dirait. Eh bien, c'est un jeu vidéo qui va... L'ascension d'Hydra. L'ascension de Skywalker. Non, je confonds tout là. Donc en gros, 1943. C'est comme ça que j'ai su. The Rise of Skywalker, c'est pareil. Eh oui. Et donc The Rise of Hydra, eh bien, c'est un jeu qui était censé sortir et qui n'a plus de date. Voilà. Donc nous saurons peut-être un jour quand ça sort. Donc c'était évidemment en 1943 et c'était un tandem de Captain America et de Black Panther. Il y avait pas mal d'images assez chouettes. Voilà, c'est dommage. J'avais hâte de voir à quoi ça ressemble. Et puisqu'on parle des Avengers, eh bien c'est Sebastian Stan qui, comme de nombreux autres Avengers, peut-être pas, mais personnages du MCU, eh bien, vient de dire oui, alors en fait, le MCU c'est super, je leur dois tout, mais je suis vraiment ouvert à d'autres expériences. Et donc en fait, on sent que le MCU est en train de vieillir et de se déliter un petit peu. Les acteurs qui ont toujours été extrêmement fidèles au MCU, bah en fait le problème c'est qu'il y a moins de films, donc il y a moins de biscuits, puis bah en fait c'est leur métier, donc ils aiment bien travailler, enfin j'espère. Et donc du coup on en sent que de plus en plus cette attrition en production Marvel a vraiment changé les choses aussi chez les acteurs qui du coup essaient de chercher d'autres projets et pour l'instant pas avec grand succès. Il y a Sebastian Stan pour l'instant n'a pas réussi à briller particulièrement, même s'il a fait parler de lui sur le biopic Trump. Là globalement il a fait la série où il joue Tommy avec Pamela Anderson aussi. Mais c'était bien, ça a fait parler. Ah, ça a beaucoup fait parler. Oui, mais les gens l'ont pas regardé. C'était bien, je l'ai pas vu, mais les critiques étaient pas mauvaises. Hein. Mais personne n'a regardé. Enfin, peu de personnes ont regardé. Bah, si, non, ça fait son audience. Hein. Non, nous, on n'a pas regardé. Mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes beaucoup. Nous sommes 2. Mais... Non, j'avais checké hier. C'était ni top 10, ni machin. C'était vraiment pas ouf par rapport à la sortie.
Mais du coup, le truc, c'est que... Enfin bref, donc tout ça pour dire que ce sont des... Marvel a récupéré quand même un beau casting, hein. Ce sont beaucoup de bons acteurs qui jouaient et qui jouaient dans le MCU. Et donc, c'est compréhensible que de plus en plus d'entre eux essayent d'aller voir un peu ailleurs. Et on peut leur dire qu'on peut leur souhaiter à tous de très bonnes carrières. Mais c'est vrai que c'est un autre des éléments qui fait comprendre que le MCU va pas bien, vieillit. Il y a moins de rôles pour les acteurs, moins de place, parce qu'il y a moins de films, moins de séries. Et puis aussi, il vieillit. Sebastian Stan, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans qu'il est dans le MCU. Forcément, il a envie d'autres rôles. Voilà. Je te laisse d'autres news, mon cher Kerr. Eh ben moi, ma news, mon cher Greg, ça va concerner le biopic sur Michael Jackson, qui sera un des gros événements de l'année 2026. Réalisateur Antoine Fuqua, le monsieur oscarisé pour Training Day notamment, qui, si je dis pas de bêtises, a fait aussi les Equalizer. Il va faire donc ce biopic sur Michael Jackson, qu'ils ont sobrement appelé Michael. J'ai pas la rêve, visiblement. Figure-toi que le premier trailer... De quoi ? Ils l'ont appelé Neverland ou pas ? Non. Au niveau du casting, mon cher Greg, dans ce film Michael, il y a Jafar Jackson qui va donc jouer Michael Jackson. On a Miles Teller qui va jouer John Branca. Donc ça doit être le personnage de Street Fighter. On a Coleman Domingo qui va jouer Joe Jackson. Et on a aussi Laura Harrier qui va jouer Suzanne des Paths. Je découvre en même temps que vous le casting. Tiens, il y a Kaylin Joel Jones qui va jouer Bill Bray et je ne le connais pas. Donc voilà. Et alors le truc, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Outre le fait que ça va être un événement de 2026, c'est que figurez-vous qu'il a réalisé des vues sur YouTube qu'on appelle dans le jargon des vues à la Cult and Click. C'est-à-dire 116 millions de vues sur les 24 premières heures. Ce qui fait donc du trailer de Michael, le trailer donc de biopic musical qui a fait le plus de vues de l'histoire de YouTube. Voilà. Après, c'est une catégorie quand même, le biopic, en plus, il doit être musical. Enfin, voilà, je veux dire... Voilà. Mais bon, c'est quand même beaucoup, 116 millions de vues. Est-ce que tu es sûr qu'un biopic sur Michael, c'est que musical ? C'est pas un peu aussi, un peu thriller, science-fiction, policier ? On verra. On verra. Alors moi, je vais, très honnêtement, ce biopic de Michael Jackson, j'en ai rien à carrer. Mais alors, un délire complet, mais Moi, je croyais que c'était la suite de Dahmer, tu sais. De toute façon, moi, mon cher Greg, j'ai déjà vu un biopic sur Michael Jordan, Space Jam, et c'était déjà très bien, donc j'ai pas besoin d'en voir un autre. Très bien, merci. Mon cher Kerr, Netflix a rendu public déjà il y a quelques semaines, il y a une semaine, ses résultats de son 3e trimestre financier. Et alors, dedans, il y a quelques petites infos qui vont nous intéresser, de rapports qu'ils font à leurs investisseurs. Donc en gros, ils font 11,5 milliards de résultats sur le trimestre et en résultats opérationnels, donc ils gagnent 3,2 milliards, soit 28,2%, ce qui est pas mal de marge. Ce qui est pas mal du tout. Et en fait, c'est en train de placer Netflix comme vraiment une société rentable et qui est là pour faire plaisir à ses petits investisseurs. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils continuent de dire que la publicité est un très gros succès et qu'ils vont donc continuer. Ils veulent doubler leurs résultats financiers sur les pubs en 2025. Donc, attendez-vous à morfler en fin d'année. Parce que concrètement en 2025 il reste que 3 mois, hein. Donc ils veulent vraiment nous en mettre de ouf. Donc pour la bûche de Noël, pour le Black Friday, enfin ça va être la folie de la pub, je pense, sur Netflix. Là c'est parti.
Ensuite, ils vendent également qu'ils ont des meilleurs outils pour nous traquer, savoir qui on est, pour pouvoir vendre plus cher leur publicité aux annonceurs. Bon là, pas de surprise. Ils vont tester, alors j'en ai parlé la semaine dernière dans la news précédente, l'IA pour commencer à générer des nouveaux formats publicitaires. En gros, ça va permettre d'avoir juste un petit bassin d'aller 1000 personnes et pap, vous faites un prompt en disant « Ah, Kerr et Greg, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est du coup le cinéma d'auteur des années 30 ». Donc on va faire une pub avec du noir et blanc parce que ça va leur rappeler leur jeunesse muet et derrière on va mettre du Coca ou du Pepsi et donc les prompts vont pouvoir essayer de nous vendre la pub comme on n'a jamais reçu la pub. Moi je vous invite en tant que individu et que personne que tout le monde soit dans le pur rejet de ça parce que je pense que c'est la porte ouverte à de gros glissements. Et ensuite, ils ne fournissent plus de chiffres sur leurs abonnés, mais les résultats financiers laissent à penser qu'ils ont continué à monter, d'après pas mal d'analystes, et ils estiment qu'ils vont encore avoir une croissance de 17% de leur chiffre d'affaires sur le trimestre prochain, entre autres dû au prix aux abonnements et à la publicité, ce qui veut dire qu'ils s'attendent soit à un énorme carton de Stranger Things, soit qu'il y a une grosse montée de prix qui est prévue dans les cartons dans pas longtemps. On enquille. Peut-être même les deux. Et peut-être même les deux, mon cher Kerr, ce ne serait pas surprenant. On enquille avec... En même temps, ça fait longtemps que Netflix n'a pas augmenté ses prix. Ça doit faire 2-3 mois, 2-3 semaines. Ouais, je sais plus. Ah, ne rigole pas trop. Demain ou après-demain ou même le mois d'après en plus. Mais attends, mais c'est évident. Succès majeur d'après eux, c'est K-Pop Demon Hunter qui est le plus gros succès ciné de Netflix à ce jour, donc de très loin il a été cité aux actionnaires. Du coup ils ont tout de suite mis en avant l'accord tout court de la plateforme, tout programme confondu. K-Pop Demon Hunter c'est le plus gros succès. Ils ont tout de suite dit qu'il y avait un accord qui était en présence. On vous en a parlé avec Mattel et Hasbro pour des produits dérivés. Si je ne me trompe pas, c'est pour l'année prochaine. Et surtout, ils ont parlé de ce vers quoi ils vont et de ce vers quoi, en fait, ils sont déjà allés et où c'est un succès. Donc, en gros, ils ont dit que le sport était un gros carton sur Netflix. Il y a les résultats du combat Crawford contre Alvarez. 41 millions de spectateurs. Je répète, 41 millions de spectateurs ont regardé ce combat. Donc du coup, Netflix veut continuer à faire du sport, des grosses rencontres, des gros moments. Ça a l'air d'être de très très loin quelque chose qu'ils veulent. Et on avait parlé du fait qu'il y a très longtemps, peut-être pas, mais je pense il y a un mois ou deux du fait qu'ils commençaient à vouloir s'intéresser au marché des podcasts. Eh bien, c'est parti. Ils ont intégré The Ringer, qui est un groupement de podcasts, enfin c'est un média mais c'est aussi des podcasts sur le sport qui avait été racheté par Spotify et donc maintenant ils sont intégrés du coup à Netflix. C'est un test pour intégrer plus de podcasts sur Netflix. Donc en gros j'ai un petit peu l'impression que Netflix c'est en mode genre bon qu'est-ce qui marche sur Internet, le sport, les podcasts, allez c'est parti, on récupère tout. Et je vais terminer sur une mention qui est juste un point de vue personnel. J'ai vu que Netflix avait fait apparaître un truc qui s'appelle partager un extrait. Et du coup, si vous regardez Netflix sur un iPad, tablette, téléphone, etc., eh bien, vous pouvez couper un extrait de ce que vous regardez et l'envoyer à vos proches. Ce qui me paraît en termes de gestion de droit très surprenante. Mais du coup, c'est quelque chose qui est proche de la logique de la NBA. Alors, c'est l'étape d'avant jusqu'où va la NBA, qui est en mode, vous pouvez partager la NBA partout, du moment que c'est pas en live.
pour que la NBA soit le plus connue possible. Et en fait, là, c'est un petit peu ça que ça donne comme impression. C'est vraiment Netflix qui veut que tout le monde se partage des extraits de vidéos, des machins, etc., que via leur plateforme, et que, en gros, ils occupent le marché de la discussion sur le contenu, quoi, sur cette fameuse économie de l'attention. Alors, pas mal de choses, mais donc Netflix et le sport, c'est pas du tout prêt à s'arrêter. Et pour info, Netflix commence à valoir tellement de sous en bourse que donc c'est 1090 € au moment où on parle, 90 $, une action de Netflix, et donc ils ont décidé de la couper. C'est ce qui arrive aux sociétés vraiment qui ont une valeur d'action qui n'arrête pas de monter. Et donc, en gros, ils vont ils ont multiplié leur nombre d'actions par 10 pour que les gens puissent acheter des actions à partir de 109 $. Donc, quand tu possèdes une action, tu vas en posséder 10 dans pas longtemps, et tu posséderas 10 actions à 110 $. Et c'est aussi un moyen pour filer plus facilement des actions à leurs propres actionnaires, à leurs propres employés, pour que les employés Netflix puissent être aussi propriétaires, petit bout, mais propriétaires de la marque Netflix. Voilà mon cher Kerr. Eh ben ok, beaucoup de chiffres, beaucoup de Netflix. Moi je vais terminer mon cher Greg. On leur fait dire ce qu'on veut ces chiffres. Hein. Ah tout à fait. Eh ben je termine mes news mon cher Greg par donc une news sur James Gunn qui il y a quelque temps s'est mis à suivre l'actrice Adria Arjona. Alors les gens se sont demandé mais pourquoi, et certains, beaucoup, parmi ceux que ça a intéressé. Hein. Ok. Ils se sont dit tiens mais c'est parce que ça va être la future Wonder Woman. Vous savez que Gal Gadot n'est plus Wonder Woman chez DC, et c'est vrai que Adria Arjona serait une super Wonder Woman, et James Gunn confirme que oui, Adria Arjona ferait une excellente Wonder Woman, mais que ce n'est pas la raison du fait qu'il la suive sur les réseaux sociaux. En fait, il a juste fait un film avec elle il y a 7 ans, a-t-il dit. Et donc, il la suit depuis ça. Comme quoi, les gens s'emballent pour pas grand-chose, même si 100 balles, c'est quand même une somme. Et donc voilà. Et alors, James Gunn a également parlé, mon cher Greg. On lui a posé la question au moment de la promo de Superman. Tu vas donc me dire, disons que cette news, elle est fraîche. Et je vais te dire oui. Et donc, James Gunn, mais je l'avais mis de côté, tu vois, c'est là. Je me suis dit, un jour, je la ferai. Eh ben, ce jour est arrivé, les amis. Et vous allez voir que ça valait le coup d'attendre. James Gunn a été interrogé. On lui a demandé, mec, c'est quoi ton film de super-héros préféré ? Et il a répondu, je dirais Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais si on regarde les films en live action, je dirais plutôt, mon cher Greg, tu vas voter. Petit 1. The Dark Knight. Petit 2. Iron Man, petit 3. The Flash, parce que franchement, The Flash. Et petit 4, mon cher Greg, Captain America Brave New World, parce qu'il est quand même en train de faire campagne pour les Oscars, et qu'il n'y a que des grands films qui font campagne pour les Oscars. CF Vidéo News précédente. Tu votes pour quoi, mon cher Greg ? Évidemment, Captain America Brave New World. Je suis toujours pour les outsiders. Vraiment un outsider, mais vraiment. Quoique avec The Flash, franchement, j'aime bien cette histoire du petit qui va réussir peut-être un de ces quatre. Ouais. Non, c'est celui pas du à tout qui ça on ne croit pas en lui, mais il met les gants et il va essayer de devenir le numéro 1. Ouais, c'est pas ça. Il a dit, mais si on ne garde que les films en live action, je dirais plutôt Iron Man. C'est pas Dark Knight, c'est Iron Man. Leonardo DiCaprio aujourd'hui a dit, alors c'était peut-être pas aujourd'hui, c'était peut-être hier, et si la news n'est pas si fraîche que ça, parce que j'avais pas fait attention, c'est peut-être il y a 6 ans, mais en tout cas, il a dit que son film préféré de Christopher Nolan, c'était The Dark Knight. Donc le mec, il joue dans Inception notamment. Voilà. Et non, il choisit un Nolan où il ne joue pas. C'est ça qui est beau avec Léo. Quelle belle histoire. C'est beau, un monde qui joue. Et cette chute magnifique. Alors j'enchaîne avec Baudelaire une news. n'aurait pas écrit mieux. Alors j'enchaîne avec une news qui va sans doute te plaire, toi qui es fan du film Thunderbolt.
et Lightfoot, qui est un film de 1974 que Kerr apprécie énormément, film avec Clint Eastwood et Jeff Bridges. Eh bien, cette licence a été rachetée pour en faire un remake par la boîte de production de Ryan Reynolds. Donc, cette société de production s'appelle Maximum Effort. Il a engagé le réalisateur Chen Reed, qui était le monteur sur Deadpool et Wolverine, qui sera donc sur son premier film. Et il a pris Enzo Miletti et Scott Wilson, donc Fargo, Snowfall et The Kingdom au scénario. Donc franchement, il a un petit casting bien solide. Et en termes d'acteurs, au moment où on enregistre, il n'a pas confirmé, mais énormément de rumeurs iraient dans le sens de Hugh Jackman et lui, et Ryan Reynolds pour reprendre le rôle. Donc il y a un des deux, donc c'est l'histoire de deux cambrioleurs. Il y a un cambrioleur arnaqueur, et il y en a un qui est donc Thunderbolt, qui est le braqueur, qui est un vieux de la vieille, qui était joué par Clint Eastwood, et Lightfoot, qui était lui un petit voleur des rues, plus jeune, et qui était joué par Jeff Bridges, qui avait eu l'Oscar du meilleur second rôle à l'époque. Mais bon, je n'apprends rien à Kerr, c'est son film préféré de toute l'histoire du cinéma. Est-ce que tu l'as vu? C'est Ryan Reynolds qui va jouer le plus jeune. Et Hugh Jackman qui va jouer le cambrioleur chevronné. Vu en fait le scénario, beaucoup de gens pensent que Hugh Jackman va jouer le rôle de Clint Eastwood et que Ryan Reynolds jouera le rôle de Jeff Bridges. Écoute, on va voir si cette rumeur est vraie. Alors que, comme on est pris dans une boucle temporelle, moi je pense que Hugh Jackman va jouer le rôle de Clint Eastwood et Ryan Reynolds va jouer le rôle de Jeff Bridges. On s'était beaucoup amusé dans la dernière vidéo news avec ça et on était bloqué sur la vanne, je trouve, à un temps relativement limité, mais c'était quand même très plaisant. On peut continuer comme ça avec Ryan Reynolds et Jeff Bridges. Et Hugh Jackman et Clint Eastwood. Mais bon, tu peux passer, si tu le souhaites, à la news suivante. News suivante, donc, je voulais parler de Thunderbolt et Lightfoot, qui est un film... Non, ça devient relou comme on dit. Et donc, on peut enchaîner par ma news suivante, mon cher Kerr, c'est Nolan et l'IMAX. Eh bien, le prochain film de Nolan, donc Odyssey, a eu un traitement IMAX très particulier. Le film va être un des premiers films qui a été tourné entièrement en IMAX. Donc ça, Kerr, vous l'avez dit il y a quelques temps. Mais ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est que donc IMAX, donc la licence IMAX, a décidé de vraiment mettre le film en avant. Ils ont décidé que ce serait une vitrine à la fois technique et artistique de ce qu'il est possible de faire avec la qualité IMAX. Et donc Odyssey va avoir une exclusivité totale de toutes les salles IMAX américaines pendant 1 mois. C'est la première fois que ça arrive. Donc il y a moyen d'espérer que ce soit un film chouette. Parce que là, il ne décide pas à un moment où le film, c'est juste un scénar. Il y a moyen qu'il décide ça parce que tout le monde a vu des bouts de film et disent que c'est un film incroyable. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai envie de croire. Mais je suis Alors, j'étais déjà très chaud. Mais je suis chauffé à blanc avec cette news qui nous indique par un petit truc de côté, enfin c'est pas un gros petit truc, hein, c'est toutes les salles IMAX américaines, mais je suis chaud patate bouillant. Alors je sais que toi, Nolan, tu me dis tout le temps qu'il est surcoté. Est-ce que ça te chauffe ou tu continues à penser que Nolan est surcoté? J'ai toujours trouvé que Nolan Roux était un excellent joueur, donc je ne vois pas pourquoi du tout tu dis ça. T'es à fond ce soir, Kerr, c'est waouh. Sur les rêves de foot que tu peux pas comprendre, je sais, c'est dur. J'en ferai plus. Non, surtout, quoi. C'est une totalité. C'est une expérience, Kerr, avec des lunettes. Je suis en train de découvrir ça. C'est vraiment... tu pensais aller à Disneyland et on t'amène au Futuroscope. C'est vraiment genre, waouh! T'as gagné au change, alors. Le futur, quoi. Ouais. Mais écoute, très bien, c'est ma news finale, et donc nous ne saurons jamais si Kerr attend le film. Non, mais très sérieusement, j'attends de Nolan un truc complètement dingue avec l'Odyssée. J'adore l'Odyssée, j'adore l'Iliade, c'est des œuvres qui m'ont beaucoup marqué
Donc voilà, j'attends énormément ça. Allez, dernière petite news parce que Kerr le mérite. Alors, c'est pas vraiment une news parce que ça a lieu. Donc, c'est l'avant-première de Stranger Things qui était aux États-Unis. Ça va sortir dans quelques salles aux US. Et alors, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la nouvelle stratégie d'Hollywood qu'on a fait il y a quelques temps, eh bien, vous avez sans doute déjà compris où est-ce que ça allait. Mais si je le résume, en fait, Hollywood, les majors de cinéma, les cinémas, ont compris que maintenant, d'amener des contenus séries, d'amener des contenus animes au cinéma, pouvait être aussi fort que des films. Et eh bien, c'est un très bon exemple de ça. En tout cas, eux testent le terrain, là où le monde de l'anime l'a déjà bien compris, puisqu'on a 3 longs métrages qui sont en train de casser la baraque. Pour ceux qui sont déjà sortis, le 3e va arriver. Donc la stratégie Hollywood V2, l'après film de super-héros, est en train de se mettre en place. C'est assez intéressant à voir d'un point de vue industrie. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr. Ok, très bien, mon cher Greg. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez passé un moment merveilleux, un moment délicieux en notre compagnie. Abonnez-vous et vous en vivrez bien d'autres. Et très probablement des moments encore plus intenses avec des liaisons, comme vous pouvez le constater, particulièrement bien choisies. Quoi d'autre ? N'hésitez pas aussi à booster parce qu'apparemment si tu boostes pas, eh ben la vidéo elle marche pas. C'est le nouveau credo sur YouTube. Merci aux tipeurs sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Passez tous et toutes une bonne fin de journée. Ciao.